Bonjour à tous. Merci déjà à tous d'être là. Merci à Concerto de nous accueillir. Merci à Drupal France de nous soutenir encore et toujours. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de Drupal AI. Alors comme vous devez le savoir, ils font des blagues dans le fond là-bas. Comme vous devez le savoir, Drupal AI, la première release, elle est juste de la semaine dernière. Et elle a été intégrée à la toute première release de Drupal CMS qui est sortie voilà, hier soir. Il y aura peut-être des erreurs, ce sera peut-être un peu flou de temps en temps. C'est normal, ça vient de sortir. Et je ne suis pas encore un expert. Mais bon, qu'est-ce que Drupal AI et à quoi ça sert alors Drupal AI, c'est une suite de modules qui sert à intégrer des services IA tels que les LLM, tels que l'image recognition, tels que, je commence déjà à parler anglais, vous allez voir, c'est pas fini, tels que le text to speech, le speech to text, etc., 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 avec Drupal. C'est pas une IA, c'est vraiment une couche d'intégration des IA avec Drupal. Donc, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est comment ça s'intègre, à quel niveau, pour qui, pourquoi. Voilà, big challenge. Donc moi, je suis Mathieu Lequin, je suis fondateur de Yosan, c'est une agence experte en Drupal et e-commerce. J'ai commencé Drupal il y a très longtemps, je crois qu'il y a 15 ans maintenant. J'ai été freelance pendant 6 ans avant de fonder Yosan, et j'ai fondé Yosan il y a 9 ans maintenant, donc ça fait un petit moment que je travaille sur le sujet. Et un truc important dans mon parcours qui peut expliquer un peu mon intérêt là-dessus, c'est que j'ai commencé très tôt à m'intéresser à tout ce qui était indexation. Et indexation notamment dans les implémentations, les premières implémentations de Hibernate Search, pour ceux à qui ça parle. Alors là, je suis désolé, je parle de Java. Mais Hibernate Search, c'est l'intégration entre Hibernate, qui est le doctrine de Java, pardon, et Lucene, qui est le search engine à l'origine notamment de Solar, le search engine support de Solar. Et ça va nous aider. Donc au menu, on va parler de bouffe, parce qu'on aime bien parler de bouffe dans Drupal, à tous les événements Drupal, et on va se baser notamment sur le site de démo qui est Unami, que tout le monde connaît, et on va parler de Drupal AI en parlant de bouffe, pour l'utilisateur final, pour le contributeur et pour le site builder. Étant donné, désolé, je bouge un peu. Étant donné qu'il y a quand même beaucoup de choses dans Drupal AI, il fallait quand même un angle d'attaque qui puisse structurer un petit peu. Ceux qui me connaissent savent que j'ai besoin de structure. Est-ce qu'on voit ce qui est marqué? Oui, alors Drupal pour l'utilisateur final. Là, c'est assez simple. Vous utilisez ChatGPT et les autres, bien entendu. Mistral, French. Donc là, ça va être assez simple. Au final, on va pouvoir créer un assistant. Alors, pas forcément un assistant, mais on va pouvoir dire OK, je cherche une recette de plat de résistance pour un repas entre amis. L'un d'eux ne mange pas de viande et je ne suis pas un grand cuisinier. Let's ask him. Et il va nous suggérer une recette végétarienne super facile. Alors, ce qu'on va lui demander aussi, c'est OK, d'accord, merci, mais pour le dessert, moi, je veux un truc typique de Nantes. Demande d'aller moins vite. Je vais aller moins vite. Et là, il me ressort le gâteau nantais, en anglais. Alors, je vais demander un truc typique des Pays de la Loire. Je n'ai pas dit de Nantes. Un Solar, il n'aurait pas pu le sortir, ça. Il ne sait pas faire la différence. Là, le LLM nous a permis de faire la corrélation entre Pays de la Loire et Nantes. Et ça, c'est intéressant. Voilà un apport qui est vraiment important. Vous connaissez toutes les pages de recherche avec plein de facettes, avec des champs de recherche, etc., etc. À quoi ça sert, ça? Ça sert à guider l'utilisateur vers un entonnoir pour lui expliquer comment chercher. On n'est pas en train de lui expliquer ce qu'il peut trouver, on est en train de lui expliquer comment chercher parce qu'on ne sait pas faire autrement. L'intérêt du LLM pour l'utilisateur par rapport à ça, ça va être de s'adapter à son langage, à son besoin, comprendre quelle est la valeur vraiment qu'il recherche et donc avoir un champ de recherche qui parle le langage de l'utilisateur et non pas l'inverse. Ça veut dire imposer l'utilisateur de parler notre langage parce qu'on n'a que nos mots-clés.
qu'on connaissait jusqu'ici, alors que maintenant, on a le Large Language Model. Est-ce que c'est clair? OK, ça c'était la première utilisation. Alors comment on fait ça? Parce que ce qui s'est passé quand même derrière, c'est que il m'a proposé que des recettes de mon site. Et pourtant, j'ai demandé à ChatGPT. Oui, le truc derrière, c'était ChatGPT. Et il m'aurait proposé bien d'autres choses. Je lui ai demandé en français, il m'a répondu en anglais. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit au LLM, par contre, ce que tu vas faire, c'est que pour ta réponse, tu vas te baser uniquement sur le contexte que je te donne. Mais encore une fois, il faut que je sélectionne ce contexte. Il faut que j'arrive, parmi ma base de données de recettes, à sélectionner les bonnes recettes, dont celle des Pays de la Loire. Mais il n'y a pas Pays de la Loire dans ma base de données. Donc ce que j'ai fait préalablement, c'est que j'ai pris mon contenu et j'ai demandé à un LLM de le vectoriser. En gros, j'ai traduit mon contenu dans le langage du LLM. Et un vecteur, alors pour expliquer, un vecteur c'est quoi? Toutes les IA fonctionnent avec des vecteurs, hein, c'est simple. On prend un truc, une image, un texte, n'importe quoi qui sort d'un senseur, une data numérique, et on en crée un vecteur. Et ce vecteur, chaque dimension d'un vecteur, donc il peut y avoir des milliers de dimensions, et chaque dimension d'un vecteur va avoir une signification pour ce LLM. C'est comme ça que fonctionnent tous les modèles. Et après, c'est ni plus ni moins que d'aller faire du calcul de vecteurs dans une base de données. Il y a des bases de données spéciales pour ça, qu'on appelle des databases orientées vecteurs, des VDB. Okay. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer Drupal, Search API, avec une base de données orientée vecteur. Et Drupal AI nous permet de faire ça sans une seule ligne de code. Clic, clic, ça fonctionne. Donc on peut créer un RAG, puisque c'est de ça dont on parle, donc un Retrieval Augmented Generation. On peut créer un RAG en 3 clics sur Drupal. Un peu plus, mais bon, presque. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Vous connaissez cette interface, c'est l'interface de la Search API, donc qui permet de mapper des champs dans notre index, sauf que là, dans notre index, ce qu'on va pouvoir lui dire, c'est « Ok, ça c'est mon main content, donc c'est mon contenu rendu, ma recette rendue, j'ai dit qu'est-ce que je voulais que ça affiche là-dedans, c'est transformé bien entendu en texte, c'est envoyé, c'est transformé en vecteur, et après je peux le requêter. Et un vecteur, c'est ça. Donc c'est ce machin incompréhensible là, il n'y a que le LLM qui peut le comprendre, mais lui il le comprend vachement bien. Bien entendu, on a toujours le contenu qui est attaché, et on va voir que c'est intéressant puisqu'on va requêter notre base avec ce vecteur, mais ce qui va nous intéresser, c'est d'augmenter notre prompt qu'on va envoyer au LLM, et on va l'augmenter grâce à ce machin-là, à ce bout de contenu. OK? Donc ça, c'est l'une des utilisations pour le end-user. On va passer au contributeur. C'est là où, je ne cache pas, c'est là où il y a le plus d'avantages d'utiliser l'intelligence artificielle, des outils d'intelligence artificielle et de les intégrer avec Drupal. Alors pour le contributeur, bien entendu, on a la traduction. Notamment avec les LLM, ils connaissent toutes les langues, ils savent exactement de quoi on veut parler, ils savent de quoi on parle, donc on n'a qu'à leur demander, vas-y, traduis-moi ce contenu. Donc là, j'ai une recette donc, qui est en anglais. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller, donc j'ai activé la traduction dans Drupal AI. Tout de suite, j'ai ça directement dans mon Translate. J'ai juste à cliquer sur Translate et je demande à Drupal AI de me traduire champ par champ. Et le résultat est assez bluffant puisqu'ils ont intégré ça avec tous les types de champs qui peuvent être traduits, dont, bien entendu, le titre, les champs texte riches. Ici, c'est un WYSIWYG, et ici, c'est un champ texte multiple. Il s'est débrouillé avec tout ça. J'ai même pas regardé le code qui faisait ça. Ça marche tout seul. C'est vraiment pas mal. Donc la traduction, alors si vous regardez l'issues list de Drupal AI, vous allez voir que 60, 70, 80% des issues, c'est lié à la traduction. Donc, il y a grosse attente là-dessus. Ça bosse énormément et c'est stable, mais ça va encore s'améliorer, à mon avis, de manière assez importante. La traduction, donc, on sait que pour appeler un LLM, c'est du prompt. Et donc, quand on fait du Drupal AI, on fait pas mal de prompts. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi rendre un prompt paramétrable pour de la traduction? Alors, j'ai un exemple que j'ai mis un peu de temps à trouver. Le mot coupe, une coupe, ça va être différent pour un coiffeur et un vendeur d'outils de jardinage.
ça va peut-être pas avoir la même signification. Et en fait, quand vous allez aller dans des sites qui vont être un peu techniques, sur du produit technique, peut-être que pour ceux qui ont fait déjà de la traduction technique, il y a des gens qui sont payés comme ça, qui sont des traducteurs techniques. C'est pas pour rien, c'est parce que ils ont la connaissance du domaine technique et une signification particulière quand on parle de code. Ça peut peut-être vouloir dire complètement autre chose dans un autre domaine d'activité, et c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir paramétrer ce prompt-là. Voilà. Donc c'est pas si bête que ça. Les automators. Alors là, on passe sur le côté un peu sexy. C'est le deuxième pilier de la contribution, c'est l'automatisation. L'automatisation, donc là, dans l'exemple que je vais montrer, l'objectif, c'est de créer un contenu recette, donc un contenu structuré, en lui donnant juste un PDF. Okay. Forcément, ça prend un peu de temps. Donc, ce qui est pas important de regarder dans cette page-là, c'est que le contenu en lui-même paraît structuré, mais du point de vue de l'extraction en PDF, c'est juste un texte. Donc, ce que je fais, c'est que je crée un contenu, je charge mon fichier et je fais enregistrer. Débrouille-toi, Drupal, pour aller me remplir mes champs. OK? Je vois des grands yeux. Vous allez voir, c'est on ne peut plus simple et logique comme truc. Donc là, une fois qu'il a fait ça, il m'a rempli un champ qui est AI extracted. On va voir de quoi il s'agit juste après. AI extracted, en gros, c'est ce qu'il y avait dans mon PDF, il l'a mis dans un champ texte. Et après, il a été me remplir mes champs différents. Et vous voyez qu'il a géré correctement les multivalues aussi. Ça veut dire que pour mes ingrédients, c'est un champ multivalué, alors que pour la préparation, ce n'est pas un champ multivalué. Pourtant, il n'y avait pas de différence dans mon fichier source. OK ? Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'il a fini? Oui, je peux appuyer. Oui, voilà. Alors, comment ça se passe avec les automators? Ce qu'il faut comprendre avec un automator, il y a deux principes de base qui sont hyper simples. Un automator, on va l'ajouter, on va l'attacher à un champ qu'on a envie de remplir. OK. Donc, c'est ce machin-là. Et on va lui donner une source et un traitement. Et ce traitement, on va le paramétrer. Il y a un ordre. Tout ça, ce n'est pas exécuté en même temps, vous imaginez bien, puisque ici, ce champ qui a été rempli ici, on va pouvoir l'utiliser derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? La première étape, c'est que j'ai appelé une API qui s'appelle la Unstructured API, qui est un service en ligne qui est hyper intéressant, avec une version open source, encore plus intéressant, qui permet de transformer n'importe quel fichier en texte. Donc n'importe quel fichier non structuré en texte. Quand on a déjà essayé de parser correctement du PDF, on voit à peu près de quoi je parle. Et du texte qui a du sens. Ça veut dire qu'il va recaler les éléments au bon endroit. Ça, c'est hyper important pour le LLM, parce que lui, il va comprendre le sens du truc et le cheminement qu'on est en train de faire dans notre document. Donc déjà, utiliser un bon service, extraire ça dans le champ que je vous ai montré tout à l'heure, celui que j'ai agrandi, dans AI Extracted. Une fois que c'est arrivé dans AI Extracted, par contre, là, on va pouvoir bosser directement, simplement avec le LLM. Et on va voir comment. Ici, ça, c'est pour remplir le champ avec les étapes de préparation. Donc, c'est un champ WYSIWYG, d'accord? Et moi, ce que je veux, c'est que mon champ WYSIWYG, il soit rempli avec du OLLI, d'accord? Pour avoir étape 1, étape 2, étape 3, etc., etc. Et donc, ce que je lui ai demandé, c'est, OK, avec ce texte qui est une recette de cuisine, je lui donne du contexte, avec ce texte qui est une recette de cuisine, il faut que tu arrives à me générer la liste des étapes de préparation, attention, pas les ingrédients, la liste des étapes de préparation, et tu me le formates de cette manière-là. OK ? Et là, bien entendu, ici, c'est remplacé par la recette de cuisine, le texte en question. Et qu'est-ce qu'il m'a généré? Il m'a généré ça. OK ? Pas plus compliqué que ça. Alors, pour le développeur, ça se fait comment un truc comme ça dans Drupal AI? C'est pas très compliqué, on lui donne un prompt. Donc notre prompt, ce qu'on a écrit et paramétré, d'accord? On lui dit comment il doit sortir les choses, de la même manière, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure. On appelle l'opération, retenez bien ce mot, on appelle la bonne opération. Et une fois qu'on a, donc ici c'est run chat message, et une fois qu'on a appelé la bonne opération, normalement on a un retour qui est un texte, ce texte on va le parser, on s'attend à avoir un texte qui correspond à ce qu'on a demandé comme format, donc on est capable de le parser, on est capable
de gérer le côté multi-value, etc. Et donc, on peut remplir notre champ. Deuxième truc hyper intéressant pour les contributeurs, on a vu les automators. Maintenant, on va voir les plugins CK Editor. Les plugins CK Editor, c'est extrêmement simple. Et on peut en créer autant qu'on veut. Il y en a qui sont built-in dans Drupal AI. Par exemple, on peut créer une taxonomie qui va lister les différents tons qu'on veut employer sur notre site. Et dans la description de la taxonomie, on va donner en gros des directives de ton. Donc pour ce ton-là, je veux que tu tutoies l'utilisateur, je veux que tu dises pas de gros mots, mais que tu puisses faire quelques blagues, etc., etc. On va lui donner une liste de tons qu'on va pouvoir après sélectionner dans CK Editor. On sélectionne un texte et on applique le ton que l'on souhaite pour ce texte. Fix spelling, reformat HTML, generate with AI, forcément, là on va ouvrir les vannes au LLM et on va lui dire hey, donne-moi une idée pour un post de blog sur Drupal AI. Le fait de résumer, de traduire directement à l'intérieur de CK Editor aussi, bon, pourquoi pas, et demander de l'aide par rapport à CK Editor à l'AI sur Drupal. Donc bien entendu, ça, c'est des trucs qui ont été développés par les gens qui ont fait Drupal AI. C'est qu'il y a un peu de boulot, il y a un peu en fait de prompting derrière et on leur a donné du contexte. Ça veut dire que la réponse, c'est pas ChatGPT de la Silicon Valley qui va répondre, c'est ChatGPT de la Silicon Valley qui va réinterpréter l'information qu'on lui a donnée pour pouvoir vous donner des informations spécifiques à votre contexte. Voilà. Alors moi, je me suis amusé pour la présentation. Je me suis dit, bah tiens, je vais créer le mien. Il fallait trouver une idée. Donc du coup, ce que j'ai pris comme idée, c'est l'amélioration SEO d'un site. On a deux choses en SEO qui sont importantes, c'est les expressions clés, le langage qu'on va vouloir utiliser, puis surtout un langage spécifique avec des expressions qui sont bien spécifiques, c'est celles sur lesquelles on veut atterrir absolument au top dans Google. Et un autre sujet qu'on va voir juste derrière. Donc le premier sujet, c'est les expressions clés. Tiens, si je demandais à ChatGPT, n'importe quoi, à Drupal AI, parce que on va le voir, Drupal AI n'est absolument pas connecté à ChatGPT, Drupal AI est connecté à tous les services, et ça c'est hyper important, à tous les services qui fournissent des services en intelligence artificielle. C'est pas uniquement ChatGPT, moi je l'ai utilisé par convenience, pour que ça soit simple et que ça soit rapide pour préparer. Mais évidemment, du Mistral AI, du Llama, tous les modèles que vous voulez, vous pouvez les utiliser. C'est important parce que pour certaines tâches, vous allez vouloir utiliser un service tiers, peut-être qui coûte un peu. Et pour d'autres, un modèle beaucoup plus petit, beaucoup plus simple, qui tourne par exemple en local, va être utilisable. Et vous allez, en fonction des différentes actions que vous voulez faire, choisir où vous voulez utiliser tel ou tel modèle. Donc que ça soit bien clair. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, OK, moi, en fait, mon site de recettes, là, ce qui sert à faire, c'est à faire de la pub pour mes cours de cuisine. Voilà, donc mon site, en fait, l'objectif, c'est que les gens, ils achètent des cours de cuisine. Donc j'ai une liste d'expressions clés qui n'est pas forcément en rapport avec les recettes de cuisine, mais qui est en rapport avec les cours de cuisine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller paramétrer mon super plugin qui, on va le voir, s'ajoute automatiquement à la liste des plugins Drupal AI. Je vais aller le paramétrer dans le back-office de Drupal et je vais lui renseigner une liste d'expressions clés pour laquelle je veux qu'il m'aide à intégrer à mon texte via CK Editor. Okay, une fois que j'ai fait ça et que c'est paramétré, je vais aller sur ma fameuse recette de gâteau nantais. Et là, pour l'utiliser, je vais sélectionner du texte dans CK Editor. Alors, pas forcément tout le texte, ça peut être une partie du texte. Et je vais appeler mon plugin. Une fois que j'ai appelé mon plugin, je vais lui demander, OK, optimise-le-moi. J'attends. Et là, il a appliqué les changements que je lui ai demandé. Et les changements, c'est spécifiquement, OK, on va voir les changements, on va voir le prompt après, mais je lui ai demandé de ne pas changer le sens, de ne pas changer la longueur, de faire en sorte que ça soit intégré de la bonne manière. Et ça, je lui ai dicté cette chose-là. Voilà. Donc là, j'ai mon contenu qui intègre ma fameuse expression clé, d'accord, ce qui n'était pas le cas avant. Comment on fait ça ? Le plugin, c'est très simple, c'est un plugin Drupal. Un plugin Drupal, il n'y a rien de plus simple. C'est... Voilà.
On fait les choses bien, on est compatible Drupal 11. Donc l'ID et bien entendu, on déclare ça à CK Editor. Ce qu'on peut faire, c'est, si on en a besoin, ce n'est pas toujours le cas, mais si on en a besoin, on peut tout à fait lui donner des paramètres. Là, ça va être le cas, puisque j'ai besoin de lui renseigner mes expressions clés. Okay. Je vous passe, bien entendu, il reste 10 minutes, j'ai intérêt de me manier. Il faut renseigner les expressions clés, et après, ces expressions clés, on va les intégrer à un prompt. Donc ça, c'est mon gros prompt qui me permet de générer ça. Et une fois qu'il est appelé, en fait, c'est l'API de Drupal AI CK Editor qui va me permettre d'appeler le prompt, etc., d'appeler le service de Drupal pour pouvoir remplacer le texte directement dans mon CKE. Un deuxième petit exemple, niveau 2. Là, maintenant que j'ai mes expressions clés qui sont intégrées, ce que je vais vouloir faire, c'est faire du cross-linking. Cross-linking, ça veut dire du maillage interne à l'intérieur de mon site. Pourquoi? Pour partir de mes recettes et diriger tout le monde vers mes cours de cuisine. Donc, comment je fais ça? Là, pour le coup, je vais devoir me baser. Vous vous souvenez, on a vu les RAG tout à l'heure. Là, ce que je veux, c'est aller vers mes trucs de cuisine. Mais sauf que je ne peux pas les prompter, ça. Donc, je me sers, encore une fois, de Search API. J'ai indexé mes cours de cuisine. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller demander à Drupal AI, OK, première chose, c'est en fonction de ce que je t'ai sélectionné là, d'accord, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller me chercher dans le RAG les cours de cuisine qui correspondent. Une fois que tu les as, tu vas pouvoir aller reconstruire. Donc là, ça va être en code. Je vais reconstruire des liens Linkit. Une fois que j'ai mis cette liste de liens avec le contexte de ce qui a été ramené par le RAG, et on va le voir, hein, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le donner au LLM. Et là, pour le coup, je vais poser ma question au LLM. Hey, remplace-moi des trucs et insère-moi des liens. OK? Et donc là, si je clique sur le truc qui m'a inséré, là, j'arrive sur, regardez bien le titre, c'est une classe, une classe en anglais, un cours sur les desserts. D'où je viens? Je viens d'un truc qui parlait de gâteau nantais qui est un dessert. Il a réussi à savoir que, en fait, là, j'étais en train de parler d'un dessert. C'était pas marqué avant. Mais de manière contextuelle, il a réussi à faire ça. Donc c'est ça qui donne un peu le côté magique. Ça n'a rien de magique au final. Donc la configuration de ce plugin, voilà, là j'ai mis en configuration, bien entendu, la base de données, enfin l'index que je voulais cibler pour qu'il puisse enrichir son prompt. Et après, on va le voir, c'est au final assez simple. La première chose, je crée mon prompt pour aller requêter la vector database. La deuxième chose, je formate mes liens CK Editor, enfin Linkit pour les intégrer à mon CK Editor. Bien entendu, je les mets dans un tableau, je redonne le contexte de ce lien, à quoi ça correspond, grâce à ce que j'ai récupéré de ma VDB. Et après, j'appelle mon prompt. Et voilà. Donc au final, c'est assez simple d'un point de vue code. Maintenant, pour le site builder. Alors pour site builder, Drupal AI, il va permettre de faire des choses super sexy, mais ça a un usage. C'est pas pour rien que j'ai commencé à introduire par Drupal AI a été intégré directement à la première version de Drupal CMS. Drupal CMS, pour ceux qui ont vu la présentation, ça sert à qui? Ça sert à quoi? C'est ça qu'il faut se poser comme question et pas dire « Oh là là, tout sera fait avec Drupal AI demain pour scaffolder complètement un site ». On est très loin de là et on le sera. Là, je vais montrer un exemple. L'exemple, c'est je veux rajouter un champ dans mon type de contenu basic page. OK. Je vais lui demander. Donc ça, c'est un autre assistant. Ce n'est pas l'assistant qu'on a vu au début dans le front. Hein. C'est un autre que j'ai créé où je lui ai dit « OK, tu peux faire ça, 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 ça et ça. » Donc là, je lui dis, ajoute un champ média, top banner, dans mon basic page et place-le en première position dans le formulaire d'édition de mon contenu. OK. Il bosse. Il me répond. Il me répond, OK, selon votre demande, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé tel champ avec tel nom. Il nous donne aussi en lien, si on veut pouvoir aller fine-tuner ce qu'il a fait.
Bref, il nous dit ce qu'il a fait et il nous dit comment aller le modifier si on en a envie. Donc ça, c'est pas lui qui l'a imaginé, c'est les gens qui ont développé Drupal AI qui ont intégré ça et qui leur ont dit de vous répondre ça. Donc qu'est-ce qui se passe quand je vais après éditer mon contenu basic page? J'ai un champ image. Ouais, mais pas top, c'est pas ça que j'attends moi. Moi, j'attends pas un champ entity-ref standard, j'attends un champ media selector. Ok, je vais lui demander à Drupal AI. Et non, change-moi ce type de champ. Et passe en champ Media Selector. Alors, si vous regardez le prompt, je ne précise pas du tout à quel moment, sur quel type de contenu il doit agir. En fait, il a une mémoire. Okay, alors une mémoire qui est paramétrable, on peut lui dire, il ne faut pas essayer de s'en rappeler trop, parce que ça peut avoir des unexpected results. Mais là, pour le coup, il m'a répondu, OK, j'ai bien modifié le champ, et si on va éditer le contenu, là on a notre champ média qui a bien été modifié. Okay, donc je peux intégrer ma recette, mon super gâteau nantais à ma page de présentation de mes cours. Voilà, et puis bien entendu, vu que je suis un site builder new, ce que je vais faire, c'est que tout directement, sans avoir fait une seule ligne de code, je vais pouvoir utiliser, et sans connaître Drupal, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir rajouter mon gâteau nantais en top banner de ma page de présentation de mes cours. Comment ça marche? Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. On a utilisé ce qu'on appelle un assistant, et un assistant, c'est un machin qui donne la possibilité à un LLM de choisir ce qu'il a envie de faire, parmi, bien entendu, une liste de trucs qu'on l'autorise à faire. Et l'agent va faire le lien entre le LLM, ses réponses, et du code. J'ai dit, ça sert à modifier la conf, à activer des modules, donc, en gros, faire du YAML et à le loader dans la base de données, donc à faire du code. Du paramétrage, on ne va pas appeler ça du code, on va appeler ça du paramétrage. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut aller manipuler les contenus, on peut aller manipuler les champs, on vient de le voir, on peut manipuler les taxonomies, on peut activer des modules, on peut créer des views et on peut créer des webforms en demandant au LLM. Okay, comment ça fait ça? En fait, pour l'agent field, il a une liste de sous-agents qui vont lui expliquer comment ça se fait et qui vont lui donner la démarche et qui vont lui permettre de sélectionner, OK, je vais faire ça d'abord, je vais aller par exemple regarder, est-ce que mon champ il existe déjà? Est-ce que l'entité sur laquelle je veux le mettre, c'est la même entité que le champ qui existe déjà, etc., etc. Et ça, on fait un espèce de pont avec les sous-agents, on fait un espèce de pont entre l'API de Drupal, c'est ça qui est intéressant, l'API de Drupal et des prompts du LLM. Et on va voir comment. Ici, j'ai la description d'un sous-agent. J'ai son prompt. Okay, alors son prompt, c'est ses actions possibles à la sortie. Tout en bas, il y a plein d'exemples pour bien donner de l'info au LLM. Et ici, l'utilisation de ce machin-là, c'est quoi? C'est pour déterminer si un champ existe. Ce que je vais faire, c'est que je vais runner cet agent, le determine field exists, et je vais lui passer en contexte le résultat d'un appel à la field API, tout simplement. Donc là, ça paraît au final assez clair. Alors, si on résume, Drupal AI, c'est quoi? Drupal AI, c'est juste les deux premiers carrés qui sont affichés là. Drupal AI, c'est des types d'opérations, transformer un texte en un texte, etc., etc., des types d'opérations qui sont communément gérées par des services d'IA. On a une liste de providers, une API qui permet d'exposer les opérations qui sont faites par ces providers à des modules, et c'est shippé avec, pardon pour les anglicismes, une liste de modules. Dans les listes de modules, ils servent à faire des trucs. On a, par exemple, assisté à la saisie de contenu. Donc là, ce qu'on va retrouver dans les sous-modules, c'est Content Suggestion et CKE Plugins. Okay, donc on va pouvoir améliorer ça. On va pouvoir automatiser la valorisation de champs, donc ça, enfin, c'est hyper intéressant.
Mais on va pouvoir, grâce aux automators, alors je passe pour les chains et ECA, mais je vous invite vraiment à aller regarder ça parce que vous allez voir les capacités no-code que ça ouvre, c'est absolument incroyable. On a recherché et contextualisé avec l'IA sur son contenu propre, grâce à la Search API et l'intégration avec les RAG. Et bien entendu, on a effectué des actions en laissant l'IA déterminer elle-même ce qu'elle veut faire, bien entendu, de manière contrôlée, hein, faut pas déconner. Et donc ça, c'est les assistants et les agents notamment. Voilà, ça c'était pour la big picture. J'espère que j'ai pas été trop long. Je vous remercie et voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Une qui m'est venue quand tu as montré Oui. le PDF qui était Ouais. regroupé sur des champs. Est-ce qu'il y a des initiatives pour faire un truc relou comme des migrations avec l'IA? Alors oui, oui, c'est oui, tout à fait, c'est hyper intéressant. J'ai pas mis le lien, my bad, je le mettrai promis. Il y a un site qui donne plein d'exemples de ce qu'on peut faire, notamment avec les automators. L'un des exemples, c'est comment je migre grâce à Drupal AI maintenant, comment je migre un WordPress vers un Drupal. Voilà. Parce que là, on a mis un PDF, mais un PDF, c'est quoi? C'est juste un langage. Enfin, en fait, c'est un fichier, mais j'aurais pu mettre une image. Alors, pour info, j'aurais voulu le présenter, j'ai pas réussi à le faire correctement marcher, pas au niveau où je voulais. Mais par exemple, j'ai réussi à avoir un résultat presque présentable, je ne l'ai pas montré, mais j'ai dessiné un formulaire sur une page, une feuille de papier, je l'ai scanné, je l'ai donné à Drupal AI, je lui ai dit génère-moi un webform avec ça. Il a su me reconnaître que la petite étoile que j'avais mis à côté de mon libellé, c'était parce que le champ était requis. Donc oui, ça va vraiment, enfin, ça peut vraiment aller loin. Oui. J'ai vu que tu parlais beaucoup de. Enfin, en tout cas, tu l'utilisais beaucoup sur du back-office. Crée-moi des champs, modifie-moi le type de contenu, ce genre d'éléments. Mais est-ce que ça peut être tourné pour du client? Je pense notamment par du chatbot un peu contextualisé par rapport à mon activité, des liens Ouais. internes, des maillages. Alors, la question, c'est est-ce que ça peut être orienté client parce que là, il y a eu beaucoup d'utilisation back-office. La question est hyper intéressante. Parce que quand c'est tourné client, si c'est tourné client et que le client, c'est complètement open, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'IA, c'est jamais du 100%. Okay, et surtout, c'est que là, on utilise des choses qui sont quand même assez gourmandes derrière. Donc, tourner vers du client, oui, sur de l'UGC, donc du User Generated Content ou UGA, User Generated Action, ok, quand c'est vraiment des actions qui sont engageantes du client. J'engage pas à le faire sur des trucs qui sont hyper utilisés dans votre site, par exemple. L'utilisation qui est faite dans le back-office, c'est vraiment le premier target qui a été donné à Drupal AI. Le premier target, c'est pour ça que je l'ai remis dans le contexte de l'initiative Drupal CMS, c'est que le premier target, c'était rendre Drupal facile, s'il vous plaît. Okay. Maintenant, effectivement, on peut avoir énormément de choses qui vont être créées avec, pour le end user, avec l'intégration à des services. Maintenant, c'est une question de coût. Puisque ça se paye à la requête, mais ça se paye aussi en temps CPU, hein, parce qu'on a beau dire, ouais, mais si je l'auto-héberge, non, mais l'auto-héberge, c'est du temps CPU, il faut le payer. Ça va être un usage, il faut que ça soit vraiment pertinent. Pas sûr que ça soit pertinent sur un Drupal de proposer de la génération d'images à des gens. Il y a des services qui le font super bien. Voilà. Donc en fait, l'usage va drainer. Là, l'usage le plus évident, c'était, OK, Drupal CMS, let's do it. Ouais. Tu as répondu indirectement, c'est comment tu vois, toi, si on intègre ces outils, c'est probablement des requêtes qui vont être exécutées vers les Oui. LLM, donc on s'en rend dépendant techniquement. Et puis il y a peut-être un coût aussi financier qui est derrière. Est-ce que toi, tu as déjà une évaluation de la limite à laquelle il faut utiliser ces outils, ou du budget que ça va représenter? Ouais. Alors j'ai. Pardon. Combien ça t'a coûté de faire
J'ai même pas pris la peine de générer des images par IA. Si, peut-être que non, même pas le gâteau nantais. Alors, la question c'est qu'est-ce que... Vas-y, répète-la parce que je ne l'ai pas encore... Dépendant en termes de coût ou de performance, Ouais. parce qu'on va avoir des interactions de requête avec des services types Ok. comme les OEM. Alors, la question est relative au lien de dépendance qu'on va avoir sur certaines des features de notre back-office, notamment, ou même du front-office, à des services LLM. Là, je pointe un truc que j'ai dit et qui est hyper important, et je le repointe, c'est que Drupal AI, c'est un framework qui permet d'interfacer avec des providers sur des opérations. L'opération peut être tantôt faite par un provider, et si celui-là ne nous intéresse plus, on peut utiliser un autre provider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est, entre guillemets, agnostique de notre provider. À un truc près, c'est pour les RAG. Ça veut dire qu'une fois qu'on a vectorisé avec un provider nos contenus, en fait, le vecteur, c'est le provider qui nous l'a calculé. D'accord? Et ça, il lui est propre. Donc, il va falloir le rattaquer avec le même provider. Mais sinon, en fait, pour la génération d'images, je suis passé par 3 providers différents sans changer quoi que ce soit en conf, en fait. J'ai juste sélectionné un autre provider. Charge après à l'intégration avec ce provider dans l'opération. Donc l'opération, ça reste la même, le provider est différent. Tu vois ce que je veux dire? Et donc un provider, on peut en déclarer un dans Drupal AI et dire, bah voilà, ce provider-là, il peut faire telle et telle et telle et telle opération. Et donc après, en fait, l'opération, c'est juste l'interface. Si on parle en PO, c'est ça, c'est l'interface. Je ne sais pas, j'ai répondu à ta question? Peut-être pas. Alors, j'ai un exemple en termes de coût. J'ai pris un semestre entier de cours de fac en PowerPoint que j'ai transformé en images. Donc ça, je l'ai fait en local. Et après, ces images-là, donc je me suis créé, là pour le coup, je l'ai fait en Python. Je me suis créé un script qui permettait d'envoyer toutes les images de chaque slide de tout un semestre, de l'envoyer, de récupérer le texte qui correspondait au slide, et ce texte, de le convertir en MP3 pour permettre à quelqu'un de réviser pendant qu'il était en train de conduire en voiture. Tout un semestre, je ne sais plus combien de slides, je vous dirai des bêtises, mais tout un semestre sur OpenAI, l'API, ça m'a coûté 4 $. Donc, comme le cloud, ça peut monter très très vite, mais c'est quoi très très vite par rapport à l'usage? Et c'est ce que je disais à Clara tout à l'heure en fait. Oui? J'ai pas très bien saisi l'intérêt de vectoriser dans un premier temps, puis ensuite de contacter le provider qui lui, de base, vectorise, Ouais. sans avoir juste besoin de paramétrer un prompt et envoyer le prompt. Alors, imagine que j'ai 10 000 recettes. Alors, c'est un truc que je n'ai pas dit. Effectivement, la question est pas bonne. C'est pourquoi on s'embête à vectoriser le truc et à le stocker dans une vector database pour pouvoir le requêter, pour pouvoir extraire son texte, pour pouvoir prendre le texte et le mettre dans un prompt et après appeler le prompt final. En plus, on appelle 2 fois. La question est excellente. Si j'ai 10 000 recettes, le problème, c'est que si mon prompt de base, je dois lui donner tout le contenu des 10 000 recettes pour permettre à l'IA de choisir la bonne en fonction de ma requête, bah, le truc, c'est que je vais dépasser ce qu'on appelle la fenêtre de requête. Ça veut dire que toutes les IA, elles ont une fenêtre de requête. Ça va jusqu'à 20 000 tokens pour Gemini, enfin, ce qui est immense comme fenêtre. Si vous avez besoin d'énormes fenêtres, Gemini, en ce moment, c'est le top. En gros, c'est ça qui va être un peu la problématique. Alors que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en 2 steps. Le premier step, c'est qu'on va déjà aller chercher un subset de contexte à l'intérieur de notre base de données, orienté vecteur, avec le même mindset, avec le même angle d'attaque. Et donc, du coup, ce subset-là, on va le mettre, et bien entendu, on n'aura pas 10 000 recettes, on aura 10, 20, 30, 100, peu importe, selon ce qu'on paramètre. Et effectivement, là, on passera la fenêtre du LLM. Voilà. Petite question juste. Oui. Sur les permissions, est-ce qu'elles sont bien gérées par le widget IA? Par exemple, si un contributeur
Ok. Est-ce que quand je me connecte en front sur le site, je peux activer ou désactiver un module si j'ai un chat qui est ouvert? Excellente question. Alors, ce qui est affiché, ça a la forme d'un chat, mais c'est ce qu'on appelle ça y est, j'ai perdu, j'ai perdu mes mots, un assistant. Et en fait, dans Drupal, je suis désolé, je ne peux pas le montrer là, mais dans Drupal, quand vous créez un assistant, vous allez dans votre liste d'assistants et puis vous dites, je veux créer un nouvel assistant. Et cet assistant, ce que je montrais dans le schéma, si on revient là un tout petit peu dans le schéma, c'est que cet assistant que je vais créer, je vais lui donner un certain nombre d'actions possibles. D'accord? Bien entendu, avec des permissions. C'est que l'assistant, je vais pouvoir dire, alors il n'y a que tel rôle et tel rôle et tel rôle qui ont accès à cet assistant, bien entendu, comme les blocs, etc. Et de fait, le chat, donc il y a encore un autre module qui affiche un assistant sous la forme d'un chat, ni plus ni moins, lui, c'est un bloc dans Drupal. Donc on peut dire, voilà, toi, tu t'affiches que dans l'admin. Ce qu'on peut dire, par exemple, c'est qu'au lieu d'avoir un chat qui est commun à tout de l'admin, on pourrait avoir un assistant pour la structure de contenu qui est dans admin/structure, un assistant pour les contenus en eux-mêmes, pour aller modifier, publier en masse, etc., des contenus dans admin content, etc., etc. Donc oui, la réponse est oui. Merci en tout cas à vous tous.